Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours poser des questions tout le temps? Et oui, des questions, et Dieu sait si on en a pas. Alors je suis très heureux. D'abord, nous avons trois invités qui chacun nous donneront, et pourraient discuter entre vous d'ailleurs, nous donneront un peu ce qu'ils pensent de ce qui se passe actuellement en Iran, où on en est, et on en est qu'au début. Vous savez, ça fait 2 jours, un peu plus de 48 heures. Donc, nous avons Charles Gave, qui est financier, qui est entrepreneur, qui est fondateur de l'Institut des Libertés, et qui a écrit, justement, et on est en plein dedans, Les mondes de demain, idées en liberté, aux éditions Pierre de Taillac. Nous avons Emmanuel Razavi, bonjour. Journaliste et écrivain franco-iranien, bonjour, spécialisé évidemment dans la géopolitique du Moyen-Orient et de l'Iran, et qui vient d'écrire La pieuvre de Téhéran, parmi ses nombreux livres, et il faut le lire. Et puis nous avons Manas Shirali, bonjour Manas Shirali, vous êtes sociologue et politologue iranienne, vous êtes directrice d'études à l'Institut de sciences et de théologie des religions à Paris et à l'Institut catholique de Paris, et vous avez écrit notamment Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, aux éditions Je ne suis plus directrice d'études, j'ai démissionné de l'Institut catholique de Paris en 2022. Ah d'accord, bon bah écoutez, on pensait que vous l'étiez encore, non. Mais voilà. Alors on va commencer peut-être juste par vous, Emmanuel Razavi, faire un état des lieux. Je sais que vous suivez ça, on vous a reçu il n'y a pas si longtemps, et je sais que vous suivez ça heure par heure, et ce qui se passe aujourd'hui, puisque on en parlait effectivement, est-ce que ça allait arriver ou pas? Ça fait des mois que ça tourne autour. Il y a eu ce massacre quand même, 30 à 40 000 personnes tuées en 48 heures. Il y a eu, voilà. Et puis aujourd'hui, depuis samedi, eh bien, la guerre a commencé. On peut dire qu'on peut appeler ça une guerre. Où on en est aujourd'hui, Emmanuel Razavi? Alors, je parle aussi sous couvert, sous contrôle de ma compatriote, de Manaz, que je salue au passage. Je pense aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'espérance, évidemment, à travers tout l'Iran. C'est en tout cas ce que je comprends des échanges qui sont compliqués, je tiens à le préciser. C'est pas si simple que ça de parler, en fait, avec l'Iran, selon les endroits, en fait, que l'on appelle. Ouais. Mais il y a à la fois un mélange. Mais vous avez le contact. Évidemment. Vous avez le contact. Alors, j'ai un contact, oui, j'ai le contact, mais c'est un contact, je ne sais pas comment ça se passe pour Manaz. C'est très compliqué. En fait, encore une fois, tout dépend en fait des régions en fait que j'appelle, très clairement. Et c'est un contact en général qui est extrêmement court parce que il y a en tout cas pour les gens avec lesquels je parle évidemment toujours la peur, si vous voulez, soit d'être écouté, soit de se faire confisquer, contrôler en fait son téléphone. Je rappelle quand même que c'est un régime qui est hyper répressif, c'est un régime qui est aux abois, donc qui est d'autant plus en fait répressif. Alors, encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence et de réserve, c'est vraiment ce que moi, je perçois de ce que j'entends là-bas, c'est qu'il y a un mélange, si vous voulez, évidemment d'espérance. Encore une fois, les Iraniens ne veulent plus, en fait, de la République islamique. Ils ne veulent plus, en fait, de démolin. Je rappelle toujours un chiffre qui est intéressant. Vous savez qu'au mois de juillet dernier, il y a une étude qui a été faite, elle a été distribuée en France par la très sérieuse Fondapol, qui dit que 81% des Iraniens, je vous parle déjà d'il y a plusieurs mois, ne veulent plus entendre parler de la notion même de République islamique. Il y a une espérance évidemment aussi, ou un espoir, que tout aille très vite, c'est-à-dire que les Américains comme les Israéliens parviennent à provoquer l'effondrement du régime, qui pourrait permettre dans un deuxième temps évidemment, on l'espère en tout cas, un gouvernement de transition. Il faut évidemment, avant qu'il y ait le gouvernement de transition, assurer la continuité de l'État, c'est aussi ça. Alors j'ai beaucoup parlé moi avec les chefs des oppositions, monarchistes évidemment, libéraux. J'ai parlé en fait hier avec des chefs en fait de mouvements d'opposition en fait ethniques, kurdes, azéris, notamment les Baloutches. Ils me disaient qu'il fallait absolument éviter le chaos, absolument éviter en fait une crise humanitaire. Donc il y avait besoin aussi d'un soutien logistique de la communauté internationale pour bien préparer une alternance. Dire par là, c'est que en fait tous ceux en tout cas avec lesquels je parle pensent que ce régime est fini, ne tiendra pas. Il y a, alors je le dis aussi encore une fois avec beaucoup de prudence, le constat que je fais lorsque je discute avec ces gens en Iran, parmi lesquels donc il y a des chefs de mouvements politiques, c'est qu'en réalité eux déjà prévoient l'après, c'est-à-dire ils considèrent que ce régime est fini.
c'est en décalage avec ce qu'on entend, par exemple, de la bouche de Jean-Noël Barrot ou du président de la République, qui considère qu'il faut apaiser, négocier, etc. Ouais. Les Iraniens, moi, j'entends qu'ils veulent pas de ça aujourd'hui. Ils veulent que ce régime tombe, point barre. Je rappelle que c'est un régime, quand même, qui a tué des dizaines de milliers d'Iraniens au mois de janvier. On parle de massacres de masse, donc de crimes contre l'humanité, de crimes, en fait, de guerre. Voilà un petit peu ce que moi je peux vous dire, en tout cas en tant que reporter, donc comme référence que j'entends. Alors Emmanuel Razavi, deux choses. D'abord, effectivement, même ici, on a considéré que les réactions de Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot étaient déjà un peu datées en disant qu'il fallait des négociations avec le régime. Eux étaient, en tout cas à ce moment-là, de négociations avec le régime. Mais c'est intéressant ce que vous dites, que à travers vos conversations, et comprend, et elle est tout à fait légitime, votre prudence, que, effectivement, en tout cas, un certain nombre de vos interlocuteurs considèrent que le régime est déjà fini. Je voudrais savoir si c'est l'avis. On est tous entre eux. Vous restez avec nous. Hein, c'est un dialogue. On parle ensemble. Manas Shirali, est-ce que vous considérez, vous, au vu de ce que vous entendez, à ce que vous voyez, etc., que le régime est en tout cas en voie de, je dirais pas de disparition, mais en voie d'effondrement? Absolument. Je confirme parfaitement ce que Emmanuel Razavi vient de nous dire. Et vraiment, la plupart des gens avec qui je suis en relation, j'ai pu garder quand même, parce que j'ai un vaste réseau de 50 000 jeunes, donc oui. Évidemment à Téhéran, il n'y a plus d'Internet, mais partout, en fait, en Iran, il y a quand même certains geeks qui arrivent à se connecter. Vous savez, les jeunes Iraniens sont... Oui. Incroyablement branchés. Quand on veut, voilà. Et puis, il y a le génie de l'improvisation et de l'innovation. C'est ça. Donc, ils communiquent et ils disent, la plupart d'entre eux, pour eux, c'est fini, c'est terminé. Parce que, vous savez, la République islamique n'est pas un régime comme les autres. La République islamique, c'est vrai, c'était une ossature, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations, mais elles étaient toutes liées à qui? Au guide suprême de la révolution. Avec la mort de ce guide suprême, ils ont perdu leur père, leur tête, et il n'y a plus personne pour pouvoir les harmoniser. Les harmoniser. Les harmoniser. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, l'ayatollah Khamenei était plus qu'un chef d'État, était une figure, je dirais, le symbole est très fort, c'est ça. C'est ça. C'était Ali Khamenei était la colonne vertébrale, et cette colonne vertébrale a été coupée. Et là maintenant, on a encore des institutions qui continuent leur survie, mais ils ne sont pas harmonisés entre eux. En plus, il y a aussi les charognards qui sont à l'intérieur du régime, que chacun veut avoir une part de gâteau. Donc, je disais hier, et je continue à le dire, même si, imaginons, que les Israéliens et les Américains ils disent au revoir, on laisse la situation telle qu'elle. Et même si les Iraniens disent, écoutez, on change d'avis, on veut garder la République islamique ne peut plus tenir. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont en train de s'entre-déchirer, parce qu'ils veulent, et à personne. Il y a des factions rivales. C'est pourquoi je dis c'est fini, terminé. Et là, ce matin, j'ai écouté les experts militaires iraniens qui sont basés à l'étranger, qui sont vraiment de vrais experts, contrairement aux experts de plateau en France. Alors ça, on a vraiment des experts militaires qui connaissent le système militaire iranien de l'intérieur. Alors ils disaient que c'est terminé. Le régime, enfin, Sepah Pasdaran, l'armée des Pasdaran, est tombée dans une logique vous dire les gardiens de la révolution. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. En persan, on dit Pasdaran, vous dites les gardiens de la révolution. Ils sont tombés dans une logique suicidaire. Ils sont en train de tirer à droite et à gauche, mais plutôt, ils tirent une balle dans leur pied, pas une balle, plusieurs. Dans le ventre, voilà, ou dans le ventre, comme vous dites. On préfère qu'ils le fassent dans leur tête, mais il n'y a plus de tête, donc ça va. Et donc, là, vraiment, personnellement, peut-être je me trompe, je leur donne une semaine. Une semaine? Oui. Allez, donc, vous allez... Alors, justement, Emmanuel Razavi, juste avant de donner la parole à Charles Gave, Emmanuel Razavi, quand même, quand on s'était parlé il y a déjà 2-3 mois, vous savez, au moment de votre livre, La pieuvre de Téhéran, au moment des livres que vous avez publiés, vous m'aviez dit aussi, d'ailleurs, et à raison, vous avez dit, mais n'oubliez pas quand même que c'est très compliqué, parce que les Pasdaran, justement, les gardiens de la Révolution, sont disséminés, ils sont dans des familles, ils ont leurs familles, etc. Donc ce n'est pas du tout un Venezuela, etc. C'est un système qui a capillarisé
idée qui a essaimé à travers toute la population iranienne. Donc, on dit pas qu'il les aime, c'est pas ça, mais que c'est très difficile de renverser la vapeur. Or, apparemment, aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce que dit Manas Shirali et ce que disent un certain nombre d'autres, je ne parlais pas des experts de plateau, enfin des généraux de plateau, est-ce que apparemment c'est en train de s'effriter ou de s'effondrer là aussi? Alors, moi, je partage l'analyse, en fait, de Manas sur plusieurs points, d'ailleurs. Il y a un point, en fait, stratégique, c'est-à-dire que les Iraniens, les gardiens de la Révolution, ont commis une erreur, c'est de bombarder les pays voisins, les pays arabes. En faisant cela, ils les font, en fait, basculer, de fait, dans le camp, je dirais, américain et israélien. Je vous rappelle que, quand même, ces pays frontaliers pour certains. Vous parlez de Dubaï, vous parlez de Koweït, vous parlez de Qatar, bien etc. sûr, je parle des pétromonarchies en fait du Golfe. Ouais. Ces pays-là, temporisés, ont joué un rôle en tout cas très temporisateur en fait avec Donald Trump. Là, ce sera plus le cas, à commencer par les Saoudiens et les Émiriens qui aujourd'hui quand même ont envie de régler leur compte. De ce que j'entends, en tout cas depuis hier soir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous avez raison, les gardiens de la Révolution, c'est quelque chose de très complexe au fond, parce que j'avais interviewé pour le Figaro Magazine il y a quelques semaines l'un des cofondateurs des gardiens de la Révolution qui me disait, en fait, il y a des appelés au sein des gardiens de la Révolution qui font leur service militaire. Ces gens-là, a priori, si vous voulez, ils n'ont pas vocation à aller faire la guerre. S'ils voient que c'est en train de tomber, probablement déserteront-ils ou rentreront-ils chez eux. Il y a un deuxième point, c'est qu'une partie des gardiens de la Révolution était en scission aussi avec Ali Khamenei, considérant en fait qu'il avait installé en fait un régime de corruption qui avait conduit en fait l'Iran à sa faillite. Après, vous avez au sein des dirigeants des gardiens de la Révolution une vieille garde, une vieille élite, si vous voulez, qui est mafieuse, qui faisait ses bonnes affaires d'ailleurs avec Ali Khamenei, mais même y compris avec le président soi-disant réformateur Massoud Pezeshkian. Ces gens-là, évidemment, n'ont pas envie de lâcher en fait le morceau parce que, comment dire, leur économie, si vous voulez, quelque part est en jeu. Pour autant, je pense que Manas a raison, c'est-à-dire que on voit bien en fait qu'ils sont acculés aujourd'hui. Le niveau de riposte qu'il y a eu aujourd'hui, il est quand même assez déconcertant, soi-disant, pour un État aussi puissant, un État qui fait peur, je dirais, à quasiment toutes les démocraties en fait du monde. Donc, je ne sais pas si ça tombera dans une semaine, ça je suis incapable de vous le dire, mais je pense que la République islamique, de toute façon, est faillie. Ça prendra peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 2 mois, je n'en sais rien, mais de toute façon, elle va tomber. Savoir ce qu'il en sortira, ça c'est autre chose. Il y a un ensemble de mouvements aussi à l'intérieur du pays, d'opposants, de résistants. Voilà, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, je suis plutôt sur la même ligne que Manas. Je vois pas comment, en fait, ce régime peut s'en sortir. J'irai même plus loin. Il ne faut pas que la République islamique s'en sorte. J'ai beaucoup enquêté sur les rouages depuis des années en fait de la République islamique. C'est un système mafieux, c'est une organisation terroriste à l'échelle d'un État qui a mis en place en fait une milice paramilitaire et idéologique, les gardiens de la Révolution, mais qui a rien à envier, c'est un peu les SS, si vous voulez, par rapport au régime nazi. Ils sont terroristes narco-État, on lutte contre la drogue. Moi, je fais beaucoup d'enquêtes aussi sur la drogue au Moyen-Orient, mais y compris en Europe. Ils sont impliqués dans le trafic de cocaïne. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres de la DEA. 30% du trafic de cocaïne, en fait, dans le monde, vous retrouvez, en fait, soit l'Iran, soit des milices, comme le Hezbollah, liées à l'Iran, en fait, qui sont impliqués là-dedans. Qui aurait d'ailleurs des relais au Venezuela, entre parenthèses, parce qu'on avait parlé de ça. C'est le hub. Oui, j'ai longuement écrit là-dessus, longuement enquêté pour Paris Match à l'époque là-dessus, bien sûr. Oui, c'est très intéressant. Charles Gave, alors. Bonjour. Bonjour Charles. Alors, dites-moi, on voit un peu l'état des lieux aussi, on verra si c'est une semaine, un mois, mais au-delà de ça, quelles sont les conséquences? On voit très bien, par exemple, les pétromonarchies qui sont touchées. Elles ne sont pas touchées. Elles ne sont pas, elles, touchées de manière extrêmement grave, mais enfin, elles ont été attaquées par l'Iran. Mais qu'est-ce qui se passe? Quid? Parce qu'on en parle beaucoup, j'ai vu sur certaines études sur les réseaux sociaux, en disant, attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, si on bloque le détroit d'Ormuz, le pétrole, qu'est-ce qui se passe avec... C'est ça qui m'intéresse, parce que vous avez, vos derniers livres étaient là-dessus, notamment le plus récent, les mondes de demain. La Chine, on le sait, est très dépendante du gaz et du pétrole. Vous le savez mieux que moi. La Russie, alors elle n'est pas dépendante, mais elle a un problème. Et en tout cas, elle n'est pas dans une situation économique la plus fabuleuse. Mais surtout,
quid des prix du pétrole, quid de ce qui se passe, est-ce qu'on va assister, encore une fois, pas du tout comme au moment de la guerre du Kippour, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'on va assister quand même à une espèce de formidable, je dirais, non pas coup d'État, mais de formidable, sur le plan des finances, des monnaies et surtout des matières premières, on va assister encore à un nouveau, je dirais, je sais pas, un squash ou une nouvelle chute. Ben écoutez, c'est une question intéressante. Je vais essayer d'y répondre. Pour l'instant, le prix du pétrole est monté un petit peu. Il est monté jusqu'à 75-80 $ le baril. Et évidemment, il y a à peu près 20% du commerce mondial du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Et ça va surtout vers les pays asiatiques. Ouais. Pas tellement la Chine qui a fait beaucoup d'efforts pour rester indépendante du pétrole, mais plutôt vers les autres pays asiatiques. Donc, ce serait embêtant. Alors, ce que vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, vous savez, dans le cours des prix du pétrole, vous avez le prix que vous payez si vous achetez le mois prochain. Vous savez, ce qui est aux alentours, mettons, de 80. Allez, on va faire ça simple. Hein. Oui. Et puis, vous avez le prix que vous payerez dans un an. Puis, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, il y a ce qu'on appelle le marché à terme du pétrole. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est si le prix dans un an monte. Parce que si le prix dans un an se met à monter, ça veut dire que la thèse optimiste développée, et que je souhaite de tout mon cœur, pour être honnête, mais développée par les 2 précédents intervenants, oui. Ça va pas se terminer. C'est-à-dire, si les marchés commencent à faire monter le prix du pétrole, ça veut dire que l'interruption de livraison va continuer longtemps, puisque le pétrole que vous aurez dans un an n'aura pas rebaissé, en quelque sorte, il sera en train de monter. Ça serait une très très mauvaise nouvelle. Donc, vous pouvez vérifier ça jour par jour. Pour l'instant, ça monte pas. Mais enfin, c'est si peut le faire. Des 2 précédents intervenants est vrai, et si ça se termine dans un mois, ce sera une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, parce que c'était quand même l'Iran qui finançait une grosse partie des dérèglements dans le Moyen-Orient. Ils ont contribué à foutre en l'air le Liban, etc. Donc, il me semble que ce serait une très très bonne nouvelle, et qu'on pourrait enfin développer cet arc que j'appelle l'arc chiite, qui part aller de la Turquie et qui va jusqu'à l'Indonésie, si vous voulez. Au milieu, il y avait l'Iran qui bloquait un peu tout. Donc, pour moi, le plus tôt ça se terminera, le mieux ce sera. Et si ça se termine rapidement, ce sera une extraordinairement bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Vous voulez dire que ça ferait un signal de développement? Justement, parlons des pétromonarchies. Enfin, c'est intéressant. À votre avis, comme ça, quand vous regardez en tant qu'observateur, et qu'est-ce qui fait que l'Iran, est-ce que c'est par désespoir que les autorités iraniennes, que le régime des mollahs a envoyé des missiles sur le Koweït, sur Bahreïn? Non, je crois pas. Je crois que c'est simplement, vous savez, d'abord, je crois que les gens au pouvoir en Iran sont millénaristes, c'est-à-dire qu'ils essayent d'organiser la fin du monde, si j'ose dire. Ça fait partie de... Ouais. Ils attendent, je sais pas quoi, le retour du Mahdi ou des trucs comme ça. Donc c'est pas des gens tout simples. Ils ont pas une pensée parfaitement rationnelle, mettons. Mais il est tout à fait évident que tirer sur les pays arabes d'à côté, ça les a pas fait bien voir, quoi. Ça a automatiquement mis l'Arabie Saoudite et les autres du côté des Américains et des Israéliens. Mais vous savez, aujourd'hui, l'Iran, là, je crois, les 3e réserves de gaz du monde et les 4e réserves de pétrole du monde. Pour l'instant, pour les raisons de blocage de l'Iran qui ont lieu depuis 20 ans, ça n'a pas été développé. Mais il est évident qu'à ce moment-là, ça pourrait être développé. Et si un pays qui a besoin d'énergie à côté de l'Iran, pas très loin, c'est l'Inde. Ouais. Donc, vous pourriez avoir ça aiderait de façon extraordinaire l'Inde, surtout s'ils pouvaient payer, comme ils vont pouvoir le faire d'ailleurs, leur pétrole non pas en dollars, mais en monnaie indienne, ce qu'ils font déjà avec les Russes. Donc, l'autre grand gagnant de ça, si ça continue, ce sera la Russie. Parce que la Russie, c'est la seule qui a des capacités excédentaires. Et que vous savez, quand on n'a pas de pétrole, les embargos, ça tient pas une seconde devant le fait qu'on n'ait pas de pétrole. Oui, on l'a vu pour les pays occidentaux, en tout cas. Ouais. On a vu pour l'embargo qu'on avait mis sur le pétrole russe. Oui, en France même. En France, ben non, mais il était
raffiné en Inde, et puis on le rachetait de l'autre côté en ayant un prix 2 ou 3 fois supérieur, parce que nous, on avait besoin de pétrole et de gaz et qu'on pouvait pas faire autrement. Donc, la meilleure des choses qui pourrait arriver au monde, ce serait que ce gouvernement saute. Et la pire, ce serait qu'il ne saute pas, parce qu'à ce moment-là, on pourrait rentrer dans un scénario où le prix du pétrole restant durablement élevé, il y a des pays qui sont des gros consommateurs d'énergie, comme l'Allemagne ou la France, qui se retrouveraient dans une position extraordinairement délicate tout de suite. Si j'ose dire, si cette crise se passe mal, la principale victime sera l'Europe. Eh oui. Parce qu'elle n'a ni pétrole, ni gaz, et même plus d'idées. Non, ils ont plein d'idées, mais elles sont toutes fausses. Oui, c'est ça. C'est pire. Justement, Manas Shirali, est-ce que, quand Charles Gave parle, est-ce qu'il y a aussi cette dimension? C'est intéressant, parce que quand vous avez parlé de Khamenei et de la tête, enfin, je veux dire, de la colonne vertébrale, etc., ce côté millénariste, c'est un peu ça qui tient je parle les conservateurs, les durs de durs du régime. C'est quoi? C'est parce que ils veulent quoi? Enfin, ce qui est étonnant, c'est que pendant 47 ans, c'est quoi l'idéologie derrière de se dire on va tenir tout ça du main de fer, dès qu'une femme va montrer une mèche de cheveux, on sait ce qui se passe et c'est assez terrifiant. On massacre quand quelqu'un ose sortir, etc., etc. C'est quoi, en fait? C'est l'idéologie nazie ou fasciste dans sa splendeur, ou c'est quoi, effectivement? En fait, moi, je parle pas de millénarisme, mais plutôt, j'ai constaté qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, le clergé chiite est devenu très puissant en Iran. Oui. Les 3 derniers Rajars étaient très faibles, les rois. Donc, à l'époque, je vois la naissance d'une idée, cette idée de régner sur l'ensemble du monde musulman. Ah, c'est ça. C'est à cette date-là. C'est à cette date-là, 19e siècle. Fin 19e, il y a 2 mots qui disparaissent dans leurs écrits. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont produit, qui n'est pas très drôle à lire, mais bon, j'ai passé ma vie à les lire. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que 2 mots disparaissent pratiquement, le mot du chiisme et le mot de l'Iran. C'est-à-dire, le clergé chiite arrive à un moment donné qu'il dit « Moi, je dois régner sur l'ensemble du monde musulman. L'Iran est petit pour moi. » Et donc, chiites, sunnites, compris tout. Absolument. Tout le monde musulman. Et donc, ils effacent un petit peu les références chiites. Ils commencent à dire que les sunnites sont nos frères, il n'y a pas de différence et qu'il ne faut pas taper sur les sunnites. Et on ne parle plus de l'Iran parce que l'Iran est petit pour eux. C'est l'ensemble du monde musulman. Mais le fait est que de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Les sunnites n'aimaient pas les chiites et ils continuaient à taper sur les chiites. Donc, le rêve reste quand même dans son état embryonnaire et n'avançait pas. On arrive jusqu'à Khomeini. D'accord? 1978-79. Khomeini, il a le génie de dire que le chemin de Karbala passe par le Quds, c'est-à-dire le Jérusalem. Il fait quoi? Il tape sur le sentiment de mépris et d'humiliation du monde musulman envers Israël pour les séduire, pour dépasser, pour surmonter le clivage chiite-sunnite et pour unir les sunnites. La vraie raison du désespoir, c'est Israël. En fait, il faut attaquer Israël. Entre l'Iran et Israël, n'a jamais eu d'animosité. Dans le passé, et quand on regarde dans les pays, on trouve que les Juifs avaient une meilleure vie en Iran qu'ailleurs. Parce qu'entre les Iraniens et les Juifs, on était tous des citoyens d'un même pays. Donc, il n'y a pas eu de seconde, en fait, citoyens. Des citoyens de seconde zone. C'était pas le cas. Mais Khomeini, il avait dans sa tête cette volonté de régner sur l'ensemble du monde musulman. Et il arrive avec ce slogan, séduire. Le chemin de Karbala, la ville sainte, passe par Jérusalem. Passe par Jérusalem. Je me rappelle très bien, en 2010, j'étais à Beyrouth, j'enseignais à Alba, et c'était très drôle parce que là-bas, on m'expliquait qu'en fait, les chiites sont nos frères, sortant en fait ça de la part des chrétiens chiites, de Libanais, était vraiment très intéressant. Donc, mais cette en fait séduction a duré un certain moment. Après, ça n'a pas continué parce que les attractions idéologiques ne durent pas éternellement. Et puis après, le Khomeini, quand il arrive après Khomeini, il était obligé d'aller dans son projet nucléaire et pour arroser les groupes radicaux de la région. C'est ainsi qu'il a continué. Même Hezbollah, Hamas et compagnie. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je dis toujours,
avec la grille de lecture chiite-sunnite, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce chiite-sunnite, enfin cette différence entre les chiites et les sunnites, c'est très cher aux journalistes français, mais le fait est que ce n'est plus du tout opérant, ça ne dit rien du tout, parce que l'Iran, par exemple, la République islamique, pendant de longues années, a été très généreuse envers Bachar al-Assad, qui était alawite. Mais les alaouites en Iran sont en prison parce qu'ils ne sont pas considérés comme les chiites, d'accord ? Ouais. Et il a largement arrosé le Hamas. Autant que je sache, le Hamas n'est pas chiite, n'est-ce pas ? Alors, venez-moi, s'il vous plaît, mais si vous voulez rester attaché à votre grille de lecture chiite-sunnite, vous devez quand même expliquer pourquoi il donne autant d'argent au Hamas, qui n'est pas chiite, qui est sunnite. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'on peut mieux comprendre la situation de la région sous l'angle de l'islam idéologique de Khomeini, qui était quand même l'islam de Shariati et de Bozargan, qui a largement influencé les groupes islamistes comme Al-Qaïda, comme Daesh, encore un été entier, j'ai passé ma vie à lire Darul Islam de Daesh. Oui. Et ce qui était drôle, c'est que je trouvais, par exemple, les idées d'Ali Shariati, les idées de Mehdi Bozargan, les idées de Khomeini, tout en insultant les chiites. Alors, ils prenaient leurs idées. Voilà, mais quand même, ils continuaient. L'inversion accusatoire. Ah, voilà. Ils continuaient à dire que les chiites sont des rafizis, mais ils prenaient leurs idées. Nous devons faire ceci, nous devons combattre l'Occident, nous devons faire... Bon, ces idées circulaient dans la région, d'accord ? Ça, je ne dis pas que c'est Khomeini qui les a inventées, mais ce qui est important, c'est que l'idéologisation de l'islam, avec les composantes très, très claires de l'idéologie, ça vient de l'Iran. De l'Iran chiite, de Khomeini, de Bozargan, de Shariati, Jalalullah. Bon, il y a toute une série de penseurs qui ont quand même nourri cette pensée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, nous sommes en face d'un islam radical, certes, mais c'est un islam idéologique. C'est un islam qui est sorti de ces... L'idéologie incite à la radicalité. C'est-à-dire, elle est sortie, cette idéologie est sortie des univers traditionnels, est entrée dans un univers qui est nouveau. Et là, c'est ça qui devient extrêmement violent, qui fait vraiment des dégâts. Parce que ce n'est pas un islam normal qui est en train de sévir dans la région. L'islamisme radical. C'est ça, c'est un islam idéologique. Emmanuel Razavi, est-ce que vous au-delà de, justement, c'est très intéressant ce qu'a exposé Manas Shirali, et au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, au fond, est-ce que ça ne vous a pas frappé? Alors, c'est aux géopolitologues que je m'adresse, mais c'est ça, je dis ça parce que nous avons reçu beaucoup, j'ai reçu en tout cas beaucoup de courriels ou de mails ou de tweets là-dessus. C'est quand même le silence assourdissant de la Russie et de la Chine, qui ont fait lip service, qui ont dit quelques mots, bien sûr, enfin, rien. Et alors, il paraît, alors je ne sais pas s'il pouvait corroborer ça, il paraît qu'en Syrie, que l'Iran a été demandé à la Russie d'activer un certain nombre d'armes anti-défense aérienne, enfin, anti-aérienne, parce que ce qu'on a constaté, en tout cas depuis 48 heures, c'est qu'il n'y a pas eu un avion de tomber dans le ciel iranien. C'est-à-dire que la mainmise du ciel, comme dans la guerre des 12 jours, il y a quelques mois, a été totale. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce qu'on se disait quand même, il y a quand même la Russie, il y a quand même la Chine, on parlait des BRICS, enfin, etc. Mais la Russie et la Chine, et apparemment, pas beaucoup de réactions jusqu'ici. Non, mais vous avez raison de le souligner. Alors, vous avez fait un parallèle qui est intéressant, c'est la guerre des 12 jours. On a pu voir pendant la guerre des 12 jours que les Russes, ils n'ont pas levé le petit doigt, si vous voulez, ils ont continué à fournir de l'armement, du conseil militaire. Il y a des conseillers militaires russes en Iran, notamment encadrant la force Al-Quds ou les services de renseignement iraniens. Mais en fait, ils ont pas beaucoup fait plus que d'habitude, tout simplement d'abord parce qu'ils sont occupés, eux, par la guerre en fait avec l'Ukraine, d'une part, et qu'ils n'ont pas envoyé des hommes mourir en fait pour les mollahs. Je rappelle une chose qui est intéressante, j'ai consacré une enquête à ça il y a 2 mois. Les Russes aujourd'hui recrutent, vous le savez, peut-être en Iran. Alors pas beaucoup, mais ils ont recruté en fait via des agences en fait, des sociétés en fait militaires privées, ils ont recruté des combattants iraniens. Hein. Donc il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse, je dirais, qui se produit, les combattants iraniens y allant pour l'argent, parce que le pays, l'Iran aujourd'hui est ruiné. Plus de 2 tiers des Iraniens vivent en dessous en fait du seuil de pauvreté.
Donc, des gens sont séduits. Ils sont pas nombreux, hein. On en comptait avant Noël à peine quelques centaines, mais en tout cas, il y en a certains qui ont fait ce pari-là. Maintenant, la Chine a fait le choix depuis longtemps, je dirais, du non-interventionnisme. Elle a des positions fermes, mais elle ne dépasse pas un cap. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Tout simplement parce que tous ces gens-là, russes comme chinois, savent pertinemment de toute façon que si le régime des Mollahs tombe, ceux qui prendront la suite continueront à faire du business avec eux et continueront de toute façon à vendre le pétrole parce que l'Iran a besoin de se reconstruire. Si vous écoutez d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, j'ai interviewé les chefs des oppositions, plusieurs chefs des oppositions, libérales, monarchistes et aussi ethniques iraniennes. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on leur pose la question de l'après République islamique et des rapports qu'ils entretiendront avec la Russie, moi je l'ai fait, et la Chine, ils vous répondent toujours de façon extrêmement nuancée, puis ils vous répondent toujours « Ah, mais vous savez, de toute façon, on vendra à qui veut acheter. » Sous-entendu, si les Russes veulent venir ou si les Chinois veulent venir, eh ben, on leur vendra. Et vous savez, Vladimir Poutine, il est tout sauf bête, il le sait, les Chinois, c'est exactement en fait la même chose. Il y a un pragmatisme, bien sûr, et puis je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a ras-le-bol des mollahs, parce que il y a une chose qui est importante. Lorsque vous écoutez un certain nombre, je dirais, d'experts qui nous expliquent aujourd'hui sur certains plateaux de télévision, je pense au service public où j'en ai beaucoup entendu encore hier, qui nous expliquent que si la République islamique venait à tomber, ça va être le Moyen-Orient va être déstabilisé. Mais c'est le juste chaos. L'inverse. Oui, le chaos. Comme si le chaos n'existe pas au Moyen-Orient en ce moment. C'est quand même intéressant. Du temps du roi, du temps du Shah, du temps de Mohammad Reza Shah, l'Iran était le gendarme du Golfe, je vous le rappelle, et ça bronchait pas. La région était relativement stable. Les mollahs sont arrivés et on a connu le terrorisme, on a connu la guerre évidemment avec l'Irak, mais énormément de déstabilisation. Donc aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, je ne suis pas un expert comme Charles Gave, je parle plutôt en tant que reporter effectivement qui suis beaucoup sur le terrain, je suis beaucoup au Moyen-Orient, je m'intéresse beaucoup évidemment à la géopolitique de cette région. J'en connais les dirigeants, enfin un certain nombre. Je pense aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses ont basculé depuis que l'Iran en plus a frappé, si vous voulez, les pays arabes voisins. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, c'est terminé, on n'en veut plus, on les dégage. Et vous savez, c'est une région, moi je le vois, elle est très jeune. La moyenne d'âge en Iran, c'est 32, 33 ans environ. Mais dans les pays voisins, on a à peu près, en fait, ces moyennes d'âge, les pays assez jeunes. Les jeunes, ils vous parlent. Bien sûr, quand vous allez à Abu Dhabi, mais comme quand vous parlez avec des jeunes Iraniens, leur rêve, c'est de faire du business, de voyager, de pouvoir aller aux États-Unis, au Canada, en France, de monter des entreprises et de faire du commerce. Il y a cette rupture, moi, je pense, qui est très importante. En tout cas, je ne suis pas sociologue, je parle encore une fois en tant que journaliste, donc toujours avec beaucoup de prudence, mais ce que je constate, c'est que l'envie, en tout cas, ce qu'on entend quand on interviewe ces jeunes Iraniens, c'est l'envie, si vous voulez, profonde d'une rupture avec les clercs du régime, justement, pour avancer vers quelque chose qui serait la paix, la stabilité, le commerce, et donc la liberté. Bah écoutez, c'est d'ailleurs le mot original de commerce, c'est voiturez-nous les commodités de la conversation et faire commerce aussi de mots et de propos. Charles Gave, par rapport à votre livre que vous avez écrit il y a quelques mois, mais dans les mondes de demain, qu'est-ce qu'à votre avis, Charles, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui pourrait changer? Il ne s'agit pas de lire dans le marc de café, mais quand même, qu'est-ce qui pourrait changer ce qui se passe en ce moment? Si ça se passe non pas dans le chaos, mais dans un renversement de régime avec tout ce que ça comporte, le renversement du régime des Mollahs en Iran, qu'est-ce que ça pourrait changer? Vous avez dit, ce sera très bon pour la démocratie, pour le commerce, etc. Et Emmanuel Razavi vient de parler effectivement de cela, enfin de l'aspiration de ces jeunes générations. Qu'est-ce que ça va changer profondément, Charles Gave? Écoutez, c'est quelque chose d'assez facile. C'est que cette région, c'est là où il y a l'énergie du monde. C'est là où il y a les plus grosses réserves d'énergie. L'Irak a des réserves gigantesques. L'Iran aussi. Enfin bref, vous en avez partout. Et donc, deux choses. Il y a déjà une chose qui a changé. Cette énergie ne sera pas achetée ou vendue en dollars américains. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est acté. Même si Trump remporte la victoire, etc., etc. Et plus il remportera la victoire, moins le pétrole sera acheté en dollars américains, parce que, pour une raison très simple, c'est que les États-Unis ont eu jusqu'à la guerre
avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, le monopole du paiement de l'énergie, et quiconque faisait obstacle à ça avait une durée de vie qui raccourcissait assez fort, comme Kadhafi ou Saddam Hussein. Ils avaient une espérance de vie qui baissait énormément. Mais maintenant, c'est passé. L'Arabie Saoudite vend son pétrole dans les monnaies des autres pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une liberté. Vous pourrez vendre, quand vous vendez votre pétrole en autre chose que du dollar, vous avez la deuxième chose qui tombe, c'est-à-dire le fait que les États-Unis, grâce à leur système de paiement, savaient exactement ce que vous faisiez. Vous aviez l'extraterritorialisation du droit américain qui permet aux États-Unis, quand vous faisiez une transaction, vous et moi, il y avait 3 personnes qui étaient au courant, vous, moi et la CIA, quoi. Donc c'était une façon de, à partir du moment où ça se fera dans d'autres monnaies, ça disparaîtra complètement. Et comme l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, bien à partir du moment où vous allez avoir des sources d'économie diverses, variées, et qui n'aura pas à chercher en dollars, un certain nombre de pays vont payer leurs réserves avec leur propre monnaie, c'est-à-dire qu'elles n'auront plus de contraintes du commerce extérieur. Ce qui veut dire que vous allez avoir un boom dans cette région inimaginable, et qu'en tant que financier, je me dis, tiens donc, faudra peut-être acheter l'industrie turque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ils vont être au boulot pour faire des routes, des hôpitaux et des trucs comme ça, c'est certain. Mais vous pouvez acheter aussi les grandes sociétés d'infrastructures françaises, ça marchera très bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis tenaient ce monde avec une main de fer grâce au monopole du dollar. Ce monopole du dollar a sauté il y a 2-3 ans, et c'est eux-mêmes qui l'ont fait sauter en attaquant la Russie. Parce qu'à partir de ce moment-là, la Russie, n'ayant plus de compte en dollars ni en euros, était obligée de les vendre dans d'autres choses, et ceux qui voulaient avoir de l'énergie bon marché l'achetaient avec leur monnaie. Ouais, ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé avec l'Inde. Donc les États-Unis ont eux-mêmes dynamité l'instrument de leur puissance. Et donc ce qui va se passer, c'est que on va avoir un retour des États-Unis, ce qui est une des thèses de mon livre d'ailleurs, vers la forteresse américaine, et qui vont partir du reste du monde, parce que les gens les veulent plus. La forteresse américaine qui comprend tout le continent américain, on est bien d'accord. Hein. Le nord et le sud. Et ils aimeraient bien rajouter le Groenland et le Canada, tant qu'à faire. Mais enfin, ça va être un peu difficile. C'est autre chose, Mais ils continueront à faire du business avec ils continueront à faire du business, les autres. Enfin, ça. Avec les changements militaires qui se passent, etc., les 12 porte-avions américains, vous pouvez dire que ça sert plus à rien, puisque maintenant, avec les trucs hypersoniques, là, vous pouvez les faire sauter les 12 en 3 minutes, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on est en train d'assister à l'écroulement de l'Empire américain, et que le but des États-Unis aujourd'hui, ça va être d'extraire la nation américaine de l'Empire américain. Faire un peu ce qu'avait fait Atatürk pour la Turquie quand l'Empire turc s'est écroulé. Donc, on est en train d'assister à un double mouvement. Les États-Unis sont très agressifs parce qu'ils sont en train de s'écrouler, leur empire, mais en même temps, ils sont en train d'essayer de se replier. Un homme comme Vance, par exemple, le vice-président, c'est exactement ce qu'il dit toute la journée, quoi. Sauf que quand même, le paradoxe, c'est qu'ils viennent, eux, d'intervenir de façon extrêmement, je dirais, en tout cas, on verra si l'efficacité est au bout du chemin. Enfin, ils interviennent de façon très spectaculaire avec les Israéliens au Moyen-Orient. Là, c'est pas une attitude de repli, ça, cher Charles. Mais si, d'une certaine façon, parce que si, c'est une attitude de repli parce que ça entérine le fait que le pétrole n'est plus sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils disent à partir du moment où le pétrole est plus sur leur contrôle, il faut pas oublier que eux sont autosuffisants énergétiquement. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc si vous voulez, par contre, si toute cette région se développe, il y aura sans doute de l'argent à gagner pour les entreprises américaines. Donc oui, le business restera. Enfin, ce qui empêche le Moyen-Orient de se développer convenablement depuis des années, c'était l'Iran. Ouais. Et à partir du moment où ils font sauter l'Iran, business of America is business, ils pourront se développer aussi. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est en train d'assister à la fin de l'Empire américain et au début de la nation américaine, ce qui est un truc. Et la fin de l'influence anglaise, mais c'est autre chose. Encore, c'est un autre problème. Le plus tôt, j'ai jamais compris ce que les Anglais foutaient là-bas, mais ils étaient toujours pour foutre le merdier, ça, c'était sûr. Ça, c'est clair. Manas Shirati. Au fond, aujourd'hui, avec ce qu'on assiste, et si effectivement, je pense qu'on est un certain nombre à le souhaiter, bien sûr, vous, je n'en doute pas, mais vous n'êtes pas seul, loin de là. C'est intéressant de voir que, à un moment donné, et on a vu ça pour l'URSS, pour d'autres pays, que la liberté,
finit toujours, vous savez, on se dit quelquefois, oui, mais 47 ans, ça fait 50 ans, ils ont eu le temps de lobotomiser, eux et d'autres, de manipuler, d'intérioriser la soumission. Et on l'a vu en Iran, et on l'a vu depuis quelque temps, ça ne marche pas du tout. Au contraire, on a vu vraiment avec quel héroïsme, enfin quel courage, quelle incroyable abnégation. Des foules de jeunes sont sortis dans la rue alors qu'ils étaient à main nue, qui savaient qu'ils pouvaient se faire massacrer. D'ailleurs, ça a été le cas, et ils y vont quand même. C'est quand même extraordinaire. Je parle que la liberté, en tout cas, est toujours plus jamais vivante, alors que tout le monde, de tous les côtés, on essaie de la restreindre, on essaie de la surveiller, on essaie de la fragmenter ou de la réduire. Vous savez, ce que la République islamique a fait avec la société iranienne est très compliqué. Ce n'est pas que la République islamique a réussi de rendre la société soumise. Si c'était le cas, ça se saurait. Parce que c'est une société en évolution depuis très longtemps, depuis 2009, tous les 2 ans, tous les 6 mois. C'est pas ça. Ce qui me faisait vraiment craindre en Iran, en tant que sociologue, quand je voyais l'effondrement du lien social. Je voyais à quel point les Iraniens se méfiaient les uns des autres. Les Iraniens, même le lien familial a été vraiment effondré. Comme dans les États totalitaires. C'est ça. Moi, je ne l'appelle pas la République islamique totalitaire. Non, je pense que c'est encore pire, mais bon, en tout cas, ce n'est pas le même genre. Mais quand vous dites les liens familiales, c'est-à-dire que concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand dans un pays, l'état de droit s'effondre, que la loi n'a plus de poids, les plus faibles sont écrasés par les plus forts. Même à l'intérieur de la famille, on a eu des cas des pères qui décapitaient leurs filles. Pourquoi? Parce que la loi iranienne aujourd'hui permet au père, parce qu'il est le détenteur du sang, comme au Moyen-Orient, du coup, il permet, si un père tue son enfant, il ne va pas être puni. Vous voyez, en fait. À ce point. À ce point-là. Donc, dans un pays où la loi ne règne pas, les plus forts écrasent les plus faibles. Et j'ai vu ces dernières années à quel point les relations sociales, les rapports humains en Iran, et c'était vraiment effondré, c'était devenu violent. C'est une sorte de violence régnait sur le rapport humain. Une violence quotidienne. Et c'est ça qui me faisait peur. Je me disais, la société est descendue dans un état de sauvagerie totale et que comment ce peuple pourrait, en fait, je ne voyais absolument pas venir un tel événement comme ce que nous avons vu à la fin de l'année 2025, début 2026. Et ça, j'attribue quand même à un changement majeur en Iran. Et c'est quoi? Quand vous attribuez ce réveil? Ce réveil, moi je pense que par rapport aux anciens soulèvements en Iran, cette fois-ci, il y a quand même quelque chose, un facteur qui est très très important et qui change, qui est d'intervenir. Un nouveau facteur. Oui, c'est quoi? C'est la présence d'une figure qui a réussi à créer un consensus autour de lui et donner l'espoir. Parlez de Pahlavi. Je parle du prince. Du prince Reza Pahlavi. Je suis quelqu'un qui passait son temps à le critiquer. D'accord? Je ne suis pas vraiment un royaliste. Vous n'êtes pas une pahlaviste je ne suis même pas proche de Reza Pahlavi. Je fais même pas partie du sérail. Je suis même pas sa conseillère. Dommage, j'aurais pu. Parce que je lui aurais donné de meilleurs conseils. Ça, je peux vous le garantir. Et ça, je trouvais que, voilà, mais tout en étant aussi critique envers lui, moi, je reconnais chez lui quand même une caractéristique, une qualité majeure, c'est qu'il sait créer la confiance. Il a gagné la confiance d'un peuple déchiré. Et ça, écoutez, sociologiquement... Alors, on ne se rend pas compte ici, on a l'impression que c'est un parmi d'autres On ne sent pas, en fait, pas parce qu'on ne connaît pas la société iranienne, on ne sait pas dans quel état de sauvagerie les rapports humains étaient tombés, tout le monde était en train d'escroquer l'autre, la sœur qui prenait l'héritage d'autres sœurs, le père qui faisait ceci. Alors là, dans une société déchirée, atomisée, individualisée à mort de cette façon, il y a une figure qui émerge, qui n'est pas parfaite, je reconnais, je suis la première à le dire, qui émerge, qui sait gagner la confiance d'un peuple désabusé.
Et ça, c'est majeur, c'est important. Et ce que les Français refusent de voir, en donnant de leçons politiques aux Iraniens, en donnant de leçons de la démocratie aux Iraniens, alors qu'ils sont en face d'un peuple profondément démocratique. Rien n'est plus démocratique dans la vie humaine qu'un peuple qui se rebelle, qui veut prendre son destin en main. Il n'y a pas un mouvement plus démocratique que le mouvement des Iraniens. Et au lieu de susciter l'adhésion, la solidarité des Français, les Français qui oublient leur propre histoire, qu'ils oublient qu'ils avaient mis pas tous, heureusement. Que 100 ans, les Français ont ballotté entre la République et la monarchie, et ils ont mis 100 ans après leur révolution pour installer définitivement la République. Et devant les Iraniens qui veulent le retour de monarchie, ils s'étonnent, ils s'indignent, et ils se demandent mais ce qui se passe. Disons que c'est pour d'autres raisons, comme l'explique le jeune Iranien qu'on a eu en début d'émission. N'oubliez pas aussi, enfin chez certains politiques qu'on connaît, les raisons électoralistes et électorales. Voilà. Et ce sont les gens de LFI qui viennent nous donner des leçons, alors que eux, ils sont basculés royalement du côté du fascisme. Ils oublient ça et ils pensent être en droit de donner des leçons de démocratie aux Iraniens, alors qu'ils connaissent même pas l'histoire de leur propre pays. Emmanuel Razavi, juste un mot. Je voulais vous, en tout cas, vraiment merci tous pour vos éclaircissements, parce que c'est très important de remettre un peu, je dirais pas l'église, de remettre un peu le réel au milieu du village, en tout cas. Emmanuel Razavi, effectivement, vous êtes d'accord? Est-ce que Pahlavi, Reza Pahlavi, enfin le prince Pahlavi, serait en tout cas un des personnes qui seraient, parce que effectivement, on a parlé un peu de la transition, et je voudrais qu'on parle un peu rapidement justement de que pourrait-il advenir après, en tout cas après, maintenant, puisque encore une fois le chaos est la chose du monde la pire. Est-ce que Pahlavi pourrait être un agrégat, pourrait être un rassembleur, comme il faudrait évidemment, c'est tout à fait nécessaire. Emmanuel Razavi. Alors, il y a plusieurs... je voudrais rebondir sur ce qu'il disait Manaz. En fait, une chose qui est très intéressante que je partage, c'est que le peuple iranien est un peuple très politisé, en même temps que très mature. C'est très intéressant, moi, quand je discute en fait avec les différents chefs des organisations politiques iraniennes, je me rends compte à quel point ils anticipent la suite, à quel point quand même ils sont posés. Alors pas tous, il y a toujours des micro-partis ou des petits mouvements en fait extrémistes, activistes, mais ils ont peu d'assises dans la société iranienne, ils représentent pas grand-chose. Aujourd'hui, moi, je crois, parce que de tous les chefs des oppositions que j'ai pu interviewer, notamment ces derniers mois, il me semble que Reza Pahlavi est incontournable. Il me semble que la solution passe par lui. Alors, bien sûr, dans un gouvernement de coalition, mais c'est ce que lui-même dit, d'ailleurs. Il a jamais prétendu prendre le pouvoir tout seul. Au contraire, et ce qu'il explique, c'est qu'il veut accompagner une transition démocratique, laïque, qui garantissent les droits en fait des minorités, c'est très important. Alors tant des minorités ethniques que des minorités en fait de genre. Vous savez qu'en Iran, les homosexuels ils encourent la peine de mort. Donc si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui il a une image aussi à l'international. Alors il n'est pas toujours forcément bien connu. Il y a beaucoup aussi de gens. Moi j'ai entendu pareil. Vous allez dire que je suis monomaniaque sur le service public, mais enfin c'était un festival d'ineptie que j'ai pu entendre en fait sur certaines chaînes de télévision. Vous n'êtes pas monomaniaque, vous êtes lucide. Merci André. Le concernant, écoutez, moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Pour le coup, je l'ai interviewé à plusieurs reprises pour différents magazines, pour Paris Match, pour le Figaro Magazine, il y a encore 3 semaines. J'ai vu un homme changer, j'ai vu un homme qui était particulièrement grave, qui avait été très très évidemment impacté, comme tous les Iraniens, par les massacres qui se sont passés, mais j'ai surtout vu un homme qui était à hauteur d'histoire. Il travaille depuis plusieurs années sur un programme qui fait, on trouve la version en ligne sur Internet. Je le dis parce que certains disent qu'il n'a pas de programme. Il fait plus d'une centaine de pages. Dans la version d'ailleurs digest, on peut le lire sur Internet pour ceux qui sur ce livre. Il a travaillé avec une centaine d'experts qui sont des experts internationaux de très haut niveau, tant évidemment sur la dimension de la reconstruction des infrastructures en Iran, une fois que le régime sera tombé, évidemment sur la continuité en fait de l'État, mais aussi en fait il s'est préoccupé de l'environnement. Vous savez qu'en Iran il y a 2/3 du pays qui n'a plus accès en fait à l'eau potable, quasiment plus à l'eau d'ailleurs. Donc si vous voulez, il a une vision et il est habitué depuis qu'il est tout jeune, si vous voulez, à côtoyer quand même les grands de ce monde, ce qui fait que quand même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quand même connu. Je pense moi aujourd'hui, si vous voulez, qu'il pourrait être le garant, d'accord, de ce gouvernement d'union. Je pense aujourd'hui qu'il a la figure en plus symbolique, il a un nom qui pourrait en fait unir, si vous voulez, les autres chefs
de partis voilà, autour de lui pour un gouvernement de transition, si vous voulez mon avis, qui n'est que mon avis, évidemment. Non, mais c'est pour cela qu'on en parle. Charles Gave, je voudrais vous donner le mot de la fin, enfin un mot, même plus qu'un mot. Qu'est-ce que nous, Français, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de nous, Français, et des attitudes et des polémiques que provoque ce qui se passe en Iran, depuis d'ailleurs quelques mois, bien sûr, mais plus spécialement, évidemment, depuis quelques jours, et que cette attitude que ce soit des médias, enfin de certains médias, en tout cas des porte-paroles, j'allais dire des saliveurs, mais c'est pas bien, des porte-paroles, des politiques et autres, dans leur diversité. Mais qu'est-ce que ça dit de nous et de ces attitudes face à ce qui se passe? Mais écoutez, l'intervenante de tout à l'heure a expliqué l'effondrement de la sociologie, la violence de la société. Si j'ose dire, on est atteint un peu de la même maladie, et un peu partout on retrouve la même chose, c'est-à-dire le désir par une classe dirigeante d'imposer sa volonté à ceux qui sont en dessous sans leur demander leur avis. C'est un peu ce dont on souffre en France. Il y a quelques minutes, vous parliez du fait de Mercosur. Oui. Un pays qui n'a plus ni sa souveraineté monétaire, ni sa souveraineté budgétaire, ni sa souveraineté légale, ni sa souveraineté sur ses frontières, ni sa souveraineté sur le commerce extérieur, etc., n'est plus un pays, c'est une province. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les Français ressentent profondément cet abandon des souverainetés. Ce qu'essayent de faire, d'après ce que j'ai compris de la réunion d'aujourd'hui, les Iraniens, c'est d'essayer de retrouver leur souveraineté en tant qu'individu. Vous savez, là, moi, j'aime beaucoup la Suisse, où c'est pas le peuple qui est souverain, c'est chaque individu qui est souverain. Et je crois que dans une société de la connaissance, chaque individu a le droit et le devoir d'être souverain. Et que c'est vers ça qu'on se dirige un peu partout. Mais partout, on va se heurter aux ayatollahs de service. Et si vous voulez me faire dire qu'en France, on a des ayatollahs de service, on en a un paquet. Et qui se battent comme des fous pour essayer d'empêcher la libération du peuple français. Donc tout ce que j'espère, c'est que le peuple français va se libérer en même temps que le peuple iranien. Ça me ferait grand plaisir. Écoutez, c'est sur ces mots, et je pense que nous sommes assez nombreux à le souhaiter. Merci beaucoup, Manas Shirali. Les Iraniens auraient bien souhaité avoir un régime des dirigeants comme les Français, tout en étant pire. Alors là, c'est vraiment oui, pas vous dites que par rapport à vous... Ah oui, par rapport à ce que nous avons, vraiment, Macron est un ange. Ah oui, d'accord. Écoutez, voilà, un très beau compliment fait à notre ami Macron. Pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de votre vie, c'est très bien. Merci à Charles Gave, qui est financier entrepreneur. Je rappelle Les Mondes de demain. Et merci à Emmanuel Razavi, journaliste écrivain franco-iranien. Et lisez ses livres, et notamment La pieuvre de Téhéran, qui est passionnant. Merci à vous trois. Et puis, on espère que vous avez vu un peu et écouté ce qui se passe. Et encore une fois, lucidité gardée, raison gardée et question à tout.